Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 19e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié de l'actualité de l'informatique et télécom pour les professionnels du secteur. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de retrouver Guy dans nos studios de la Défense. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine nous recevons comme invité Didier Fauque, qui est le patron d'Esqueli. Une des, alors je ne sais plus s'il faut dire ESN, SS2I, je vous avouerai que je suis un peu perdu, mais vous aurez sûrement évoqué la question avec lui. En tout cas, avant de vous échanger avec Didier Fauque, je vous propose qu'on passe en revue, comme chaque semaine, l'actualité de la semaine. Alors le premier sujet qui a retenu votre attention, Guy, c'est une nouvelle machine, un nouvel ordinateur, on peut appeler ça comme ça, je pense, de chez HPE, une machine à données. Alors je vous avouerai que je n'ai pas très bien compris exactement ce que c'était, mais je compte sur vous et nos lecteurs comptent sur vous pour nous expliquer ce qu'il en est. Oui, alors effectivement, une machine orientée données, ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on se dit un ordinateur. Normalement, l'ordinateur, c'est censé manipuler des données. Oui, donc en fait, c'est un projet qui a été lancé il y a déjà un bon moment et dont la première présentation avait été faite il y a 3 ans par Martin Fink, qui est le directeur du HP Labs. Donc HP était HP à l'époque, il n'y avait pas de HPE. Et donc, il y avait eu une deuxième présentation qui avait été faite à Discovery London l'année dernière, en 2016. Et là, c'est l'annonce d'une vraie machine. Machine orientée de données, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une... bon, on connaissait déjà les évolutions vers le in-memory, donc où on essaie de mettre tout en mémoire vive, parce que ça va beaucoup plus vite. Et là, il se trouve que c'est un peu la même démarche, sauf que la mémoire vive, elle est absolument énorme. Et là, c'est une machine dont la mémoire vive est de 160 téraoctets. Donc, je ne sais pas si... Oui, ça commence à faire un petit peu. Ça fait beaucoup quand même. On se rend compte, on s'y perd un peu, parce qu'après giga, téra, hexa, etc., on s'y perd. Mais enfin, 160 téraoctets de mémoire vive, c'est énorme. Et donc, c'est organisé en 40 nœuds, de 4 téraoctets chacun, qui sont accessibles simultanément. Donc, c'est une machine, des machines comme ça, il ne va pas s'en vendre des milliers. Hein. Et on se rend bien compte que l'intérêt, c'est, on met l'accent sur le fait de pouvoir mettre toutes les données, donc si on fait du big data, c'est très orienté big data, de mettre toutes les données sur lesquelles on va faire les traitements, de les mettre en mémoire parce que ça va aller beaucoup plus vite. Donc c'est, je sais pas moi, des données de santé complètes d'un individu, c'est donc le génome par exemple, on peut le mettre dans un seul bloc, c'est des données historiques. Bon. Donc c'est vraiment ça qui prime. Et 160 Tera, c'est la première configuration, première version. Sachant que, sur une base, si on peut dire. Oui, sachant que HP a dit que très rapidement, il y a une machine avec 6 fois plus de mémoire qui était prête. Et qu'en gros, la machine était conçue de telle manière que la mémoire était quasiment imitée. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'imitation. Alors, c'est une machine avec un système d'exploitation. Oui, j'avais posé la question, c'est un OS spécifique, j'imagine. C'est un Linux, mais il est optimisé. Il y a toute une bibliothèque logicielle qui est spécifique pour cette machine-là, donc c'est pas pour faire, ça va pas être pour l'application de Monsieur Tout le Monde. Mais en tout cas, c'est... Le prix, de toute façon, j'imagine, ne sera pas non plus pour Monsieur Tout le Monde. C'est sûr. Donc on n'en verra peut-être pas partout, mais en tout cas, c'est une belle prouesse technologique qui montre que HP est toujours très, très avancé dans les technologies. Donc il y a, alors je revenais sur cette idée, donc les 160 Tera, 40 nœuds de 4 Tera chacun, qui sont interconnectés avec de la fibre optique, donc évidemment pour que ce soit extrêmement rapide. Donc ça c'est l'architecture technique. Donc après ce qui serait intéressant c'est de voir les résultats sur des vraies applications. Là pour l'instant on a une machine qui est prête à l'emploi. Donc ça fonctionne avec du Hadoop, des choses comme ça, ou ça n'a pas été encore... Oui, ça n'a pas été encore précisé par HP. On n'est pas encore allé aussi loin que ça, mais vraisemblablement, effectivement, c'est pour ce type d'application. Mais on aura évidemment l'occasion d'en reparler très, très rapidement. Eh bien, très bien. Alors évidemment, autre sujet auquel on ne pouvait pas échapper, et on espère que certains de nos lecteurs ont pu y échapper, c'est le ransomware WannaCry qui est tombé à moins raccourci sur l'ensemble des infrastructures informatiques mondiales.
Bon, ça fait plus d'une semaine maintenant, peut-être le moment de faire un petit point sur la situation. Alors de faire un point, déjà, on pourrait dire, tous ceux qui ont été affectés par ce WannaCry, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer, si je voulais faire un mauvais jeu de mots. Mais je pense que là, on a pas mal parlé ces derniers temps du ransomware, et on voit bien que c'est un des nouveaux vecteurs d'attaque très, très, très populaire, entre guillemets, pas pour ceux qui sont attaqués, mais pour ceux qui l'utilisent, et avec à chaque fois un dimensionnement de plus en plus important et planétaire. Et là, avec celui-là, on a atteint un summum, puisqu'on parle en centaines de milliers d'utilisateurs qui ont été touchés, quasiment tous les pays de la Terre, même s'il y a des pays qui ont été beaucoup plus ciblés, ont été touchés. Et donc là, alors l'idée de ce ransomware, parce qu'il y a parfois, on en avait parlé lors des élections françaises ou des élections américaines, c'était du ransomware un peu ciblé ou des attaques un peu ciblées. Là, l'idée, c'est on attaque tous azimuts et comme son nom l'indique, on demande une rançon et puis on essaye de collecter le maximum d'argent. Apparemment, le système de chiffrement qui a été utilisé est un système assez élaboré, donc sophistiqué. Donc, il est hors de question de déchiffrer soi-même. Il est même pas évident que si on donne ça à des spécialistes, enfin, si on donne sa machine à des spécialistes, ils seront capables de le faire. Donc, la question, c'est, en gros, on envoie ce malware, il chiffre votre ordinateur et donc on vous demande une rançon, qui n'est pas énorme, hein, qui est de 300 à 600, sauf que c'est un peu l'idée de dire, s'il y a des millions de gens qui donnent 300 à 600 euros ou dollars, ça fait quand même une belle somme. Il se trouve que, alors évidemment, ils mettent la pression en disant, à partir d'une certaine date, on ne fera plus, mais jusqu'à présent, le rendement a été assez faible, relativement faible, entre guillemets. Donc ça veut dire, est-ce que les gens finalement disent, nos données sont perdues, tant pis, si c'est des données qui sont juste des données personnelles, bon, sachant que ça touche aussi beaucoup d'entreprises, et il se trouve qu'on parlait il n'y a pas longtemps, enfin aujourd'hui même avec un professionnel du secteur qui était allé dans une clinique pour faire un examen médical, et donc une clinique parisienne qui a pignon sur rue, et donc il arrive à la clinique et on lui dit non, on est désolé, pas de radio ce matin, pas de radio ce matin parce que tous nos systèmes informatiques sont bloqués. Donc on pense ça toujours comme quelque chose d'un peu abstrait qui n'arrive qu'aux autres. Voilà, et puis là il se trouve que c'est vraiment donc ça veut dire que c'est un phénomène contre lequel il va falloir lutter. Alors dernier point, il se trouve que c'est une faille de système de partage de fichiers réseau, donc Microsoft. Donc en gros, ça veut dire que c'est les entreprises qui n'ont pas appliqué le patch au bon moment. Donc ça veut dire qu'il faut que vraiment les entreprises se disciplinent pour faire en sorte que les fenêtres pendant lesquelles ces failles de sécurité restent ouvertes, elles soient les plus réduites possibles. Et il faut, là c'est une discipline que les entreprises vont devoir s'appliquer de manière de plus en plus rigoureuse. Très bien. Écoutez, malheureusement, je crois qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler et d'y revenir. En attendant, on parle un peu de l'écosystème avec la nomination d'un nouveau secrétaire d'État au numérique dans le cadre de ce nouveau gouvernement qui a été nommé la semaine dernière, avec une particularité, je crois, ce secrétaire d'État est directement relié à Matignon et non plus au ministère des Finances. Oui, alors effectivement, c'est la nomination de Mounir Mahjoubi, qui est assez connu dans notre secteur, puisqu'il était président du CNUM, le Conseil national du numérique. Donc, c'est 33 ans. Il est tombé dans l'informatique depuis informatique d'ailleurs, c'est peut-être même pas le terme qui l'humanise. Dans le numérique, on va dire. Dans le numérique depuis qu'il est tout petit. Il a été patron d'une agence digitale, on va dire. Oui, agence digitale pour simplifier. C'est un homme de réseau. Il avait créé un réseau de start-up européennes. Il avait créé la ruche qui dit oui. Enfin bon, donc il est vraiment dans le secteur du numérique, de ce phénomène des start-up dont on sait que le nouveau président est très friand. Et un élément intéressant aussi, c'est que, bon, on le sait, ces nominations, pour ceux qui se présentent aux élections législatives, seront sujets aux résultats de ces élections. Et là, il se trouve qu'il se présente dans la 16e circonscription, donc c'est-à-dire dans le 19e arrondissement de Paris, contre Cambadélis, donc le premier secrétaire du Parti socialiste, entre autres.
Bon, on sait que dans le 19e, la gauche est plutôt encore assez bien représentée. Donc, bon, il a été nommé. Le président a dit que les gens qui ne seraient pas élus devraient se démettre de leurs fonctions. Donc, est-ce qu'il va rester en poste ou pas? Rendez-vous dans un mois. Rendez-vous dans un mois et on aura l'occasion d'en parler parce que, bon, il est connu, mais il est connu dans notre secteur. Il est beaucoup moins connu dans le nationalement. Cambadélis l'est beaucoup plus. Donc, c'est quand même une bataille qui s'avère assez difficile. Très bien. Alors, on reste toujours dans l'écosystème et on parle de rachat qui est tombé en fin de semaine dernière. C'est le rachat de Business et Décisions, pardon, par la société, par OBS, simplement, Orange Business Services. Alors, je ne sais pas, c'était plus ou moins attendu. En tout cas, c'est vrai que le virage du digital avait l'air compliqué à passer chez Business et Décisions. Oui, alors Business Décisions, comme son nom l'indique, une SS2I qui s'est lancée un peu au départ dans le décisionnel, bon, et qui est venue après, parce que décisionnel, ça fait ringard, donc maintenant on parle de big data, mais pour certains, on fait toujours un peu la même chose. Néanmoins, Business et Décisions, ces derniers temps, avait quand même rencontré de sérieuses difficultés. L'année dernière avait essuyé des pertes, bon pas énormes, mais des pertes, une dette assez importante, donc était quand même sous pression. Voilà, sous pression. Et donc, je dirais que, indépendamment de ce qu'on peut penser du secteur de la consolidation, etc., c'était une opportunité pour eux plutôt de se vendre. Il se trouve que Orange était intéressé par cette affaire, sachant qu'ils ont quand même payé le prix, puisqu'ils ont payé 34% de plus que la valeur moyenne de l'action sur les 12 derniers mois. Donc c'est une prime qui n'est pas négligeable. Donc je dirais pour Business Décisions, c'est sans doute une bonne opportunité. Est-ce que ça l'est autant pour Orange? La question est plus difficile, sachant qu'en plus il y a le rachat, mais après il y a l'intégration des équipes et tout. Et ça, c'est pas comme dans des boîtes de produits où, bon, évidemment, il faut rendre les gammes plus cohérentes, etc. Mais enfin, là on parle d'hommes, de restructuration d'équipes, etc. Puis des cultures qu'on imagine un peu très différentes entre deux entités qui n'ont pas la même taille. Effectivement, on verra on verra d'ailleurs, je ne sais pas si on verra, parce que Business et Décisions va être acheté par Orange, va être intégré dans OBS, et puis après, bon, est-ce que ça aura une visibilité, pas sûr. Ce sera difficile d'en mesurer les effets. Très bien. Bah, écoutez, ça c'était pour la semaine passée. Pour les semaines à venir d'ailleurs, on parle de Systémique qui lance c'est pas un salon, c'est une conférence. En fait, c'est un cycle de conférences, c'est l'Open Source Innovation Spring, donc Spring pour été, maintenant il faut parler en anglais. Et donc c'est à l'initiative de Systématique, donc c'est le pôle de compétitivité bien connu, le plus important, basé en Île-de-France, qui a des groupes qui sont très investis dans le domaine de l'open source. Et puis il y a l'IRIL aussi, c'est l'Institut de recherche et d'innovation sur le logiciel libre. Donc ces deux entités lancent un cycle de conférences open source qui va s'étaler sur mai et juin, qui vont toucher à des domaines aussi divers que la qualité logicielle, l'Internet des objets, le blockchain, etc. Donc des domaines très larges. Et donc je pense que c'est le signe que finalement le logiciel libre est quand même très, très actif et très dynamique en France. Je pense que c'est un exemple assez significatif. Sachant que par ailleurs, il y a un autre événement qui va arriver en juin, toujours dans le cadre du logiciel libre, qui est la conférence organisée par OW2. Donc cette espèce, c'est en fait c'est un peu l'équivalent d'une fondation open source, très, très spécifique, très ciblée, très bien implantée en France, qui a des contacts assez étroits avec la Chine, et qui organise aussi une conférence fin juin. Donc pas mal de choses dans le domaine de l'open source à venir. Je pense que c'est vraiment un élément significatif de l'industrie du logiciel en France. Il faut vraiment qu'on appuie là-dessus. Très bien, écoutez, on en parlera aussi certainement. En attendant, pour conclure, avant de vous échanger avec notre invité, un petit coup de gueule par rapport à Facebook qui a subi, on peut le dire, deux amendes cette semaine. Une première amende de la CNIL que je qualifierais d'anecdotique, 150 000 € à l'échelle de Facebook
c'est pas grand-chose. Et puis, bon là c'est plus significatif, 110 millions d'euros au niveau de la Commission européenne. Je pense que ça valait quand même le coup d'en reparler, parce que c'est pas... Alors pour deux choses différentes. Pour deux choses absolument différentes. Donc, alors, coup de gueule, en fait, on ne va pas leur impliquer double peine, parce qu'ils ont déjà une double peine dans deux endroits différents. Mais bon, c'est juste montrer que finalement, les pays européens et la Commission européenne sont de plus en plus sensibles et vigilants et actifs. C'est-à-dire que là, on ne parle plus de menaces, Nicolas, on parle de sanctions réelles. Donc la CNIL, c'est pour, je dirais, de nombreux manquements dans la gestion des données des utilisateurs, donc 150 000 euros. Comme vous l'avez dit, pour Facebook, c'est, on va dire, peanuts, pour parler bon français. Et également, je pense que c'est un avertissement, parce que la gestion des données, on a en tête tout de suite la GDPR, dont on parle déjà depuis un petit moment, et dont on va continuer à parler jusqu'en mai 2018, puisque c'est la date où ça va s'imposer. Et donc, c'est peut-être un avertissement pour Facebook pour une amende beaucoup plus lourde, parce que là 150 000, c'est rien, mais les amendes qui sont prévues dans le cadre de la GDPR sont beaucoup plus importantes. C'est 4% du chiffre d'affaires mondial. Voilà, donc pour un groupe comme Facebook, c'est $1 milliard à peu près. Ça commence à compter. Ça va faire mal. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième, c'est la Commission européenne, qui, là, c'est 110 millions d'euros, donc ça commence à devenir un peu plus sérieux. Et là, le motif, c'est en fait, Facebook avait indiqué au moment du rachat de WhatsApp que finalement, il n'y avait pas la possibilité de réunir les données des utilisateurs WhatsApp et Facebook, de les réunir. C'était deux entités indépendantes et il s'est avéré donc Facebook a maintenu cette position, et en fait il s'avère que finalement il l'avait indiqué, alors que finalement ils savaient très bien que c'était possible de le faire, et puis la meilleure preuve c'est qu'ils ont réussi à le faire. Donc la Commission européenne leur a infligé une amende de 110 millions d'euros. Je pense que c'est un exemple, mais il y en aura d'autres, et je crois que dans le rapport de force qu'il y a entre les États-Unis et l'Europe, l'Europe est en train de devenir de plus en plus active sur ces questions-là, d'autant plus que je dirais que dans le domaine du numérique, c'est quand même les entreprises américaines qui ultra-dominent le continent européen. Les fameuses GAFA. Si on ne réagit pas, je pense que il est peut-être un peu trop tard. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir des acteurs européens, mais au moins, en tout cas, c'est de faire en sorte que les acteurs extra européens respectent les lois, les règles en vigueur. C'est quand même le minimum. Voilà. Très bien, Guy. Écoutez, ça c'était pour l'actualité de la semaine et la semaine à venir. Je vous propose maintenant d'échanger avec notre invité Didier Fock, qui est le directeur général d'SQLi. Bien, bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Didier Fock, qui est directeur général de SQLi. Didier Fock, bonjour. Bonjour. Alors, SQLi, tout le monde connaît, nos lecteurs le connaissent parfaitement. Donc, une société qui a été créée en 1990, donc le siècle dernier, introduite en bourse en 2000, un peu plus de 2000 collaborateurs, répartis en France, mais aussi dans certains pays d'Europe et au Maroc, et même à Cape Town, je crois, en Afrique du Sud. Vous avez trois entités, donc SQLi Entreprise, SQLi Consulting et puis Wax Interactive. Donc ça, c'est une présentation générale, mais vous revendiquez un positionnement un petit peu différent d'une SS2I traditionnelle. Est-ce qu'au travers de un ou deux projets, vous pourriez nous illustrer ce positionnement un petit peu différent ? Alors oui, bien sûr, et volontiers. Alors bon, SQLi a été, comme vous l'avez souligné, créé au siècle dernier, mais je crois qu'on est quand même bien dans l'actualité du moment, et notamment dans le monde du digital. Si je devais parler de choses emblématiques, juste pour rappeler notre positionnement, c'est l'expérience connectée. L'expérience connectée, c'est la capacité que nous offrons à nos clients d'utiliser toutes les technologies du digital pour enrichir l'expérience utilisateur. Et c'est un des vecteurs importants de l'accroissement de leur notoriété et de leur vente. Donc quelques projets symboliques pour nous, notamment on a une collaboration historique avec le groupe Nespresso. On les accompagne depuis près de 8 ans dans le déploiement mondial de leur plateforme de e-commerce, mais aussi de leur application mobile. Et on a accompagné tout au long, humblement mais activement, tout au long du développement de cette marque dans le monde online,
son développement à travers la mise en place d'une plateforme de e-commerce qui a ensuite été déployée de manière mondiale, mais aussi dans le développement des applications mobiles qui favorisent les ventes. Et enfin, dans la mise en place d'interfaces, de design d'applications, de design d'interfaces utilisateurs, de fabrication de dispositifs digitaux qui vont enrichir sans cesse l'expérience client. Ça, c'est un des éléments. Alors, c'est une approche très, entre guillemets, B2C, mais on travaille aussi avec des grands groupes, beaucoup plus industriels, comme le groupe Airbus, où on a récemment conclu un accord important avec eux sur une plateforme de déploiement de contenu, de CMS, on pourrait utiliser un terme barbare, avec un de nos partenaires qui est un terme que connaissent nous. Bon, pas de problème alors, avec notamment avec un de nos partenaires stratégiques qui est Adobe, l'éditeur Adobe. Donc on a mis en place Adobe Experience Manager pour ce groupe et on est en train de les aider à structurer la façon dont ils vont pouvoir déployer leur contenu de manière dynamique. Donc c'est un projet à la conjonction du marketing, de l'informatique et de la communication, comme on cherche à en faire de plus en plus, et qui va permettre aux équipes de Airbus de customiser les documents et les contenus en fonction des utilisateurs des différentes plateformes digitales du groupe. Est-ce qu'il est faux, incomplet, de dire que finalement vous êtes quand même plus orienté et concentré sur tout ce qui est expérience utilisateur et front office et toutes les questions de back-office et d'infrastructure, finalement, c'est pas vraiment votre tasse de thé, entre guillemets. Alors, on est bien évidemment très orienté dans le front office et j'ai souvent l'occasion d'expliquer à la fois aux collaborateurs d'SQLi et à l'extérieur quand j'en ai l'occasion que l'expérience connectée, bien sûr, c'est la capacité à créer des interfaces, donc très front, savoir créer des sites web engageants, savoir mettre en place des dispositifs autour du social media, créer des points de contact, digitaliser le point de vente. Tout ça, ça fait partie bien évidemment de notre rôle et c'est particulièrement important dans le monde du digital. Mais quand on veut faire de l'expérience connectée, ultimement, elle sert à vendre et donc à convertir les clients. Ça veut dire que derrière ça, il y a une capacité à construire des vraies couches technologiques. Et là, ce sont des métiers de conseil informatique, ce sont des métiers de développement, ce sont des métiers très technologiques sur la construction des couches omnicanales, sur l'APIisation des systèmes. Donc donner la capacité à ces différents points de contact qu'on va créer pour nos clients d'interagir entre eux et de fournir une expérience, un parcours client unifié et une vision du client à travers la maîtrise de la donnée client, donc cette fameuse data dont tout le monde parle, d'avoir non seulement une vision, une construction d'un parcours qui est un parcours unifié et sans couture, mais aussi une capacité de suivre le client dans son évolution sur les différents points de contact et avoir chaque fois la bonne offre à lui faire au bon moment, au bon endroit. Donc ça fait partie complètement de notre proposition de valeur. Donc toutes les questions d'infrastructure font partie de votre expertise. Alors l'infrastructure, nous, ce qu'on ne va pas faire de manière privilégiée, c'est construire les back-office. Notre métier n'est pas de construire des systèmes comptables, des systèmes de supply chain, mais on va avoir des expertises autour des différentes plateformes du marché pour connecter ces différentes plateformes, e-commerce, place de marché, à ces back-office qui soient technologiques, de supply chain, de service client. Comme vous le savez, c'est le traditionnelle question de cette interview. On commence par une question de l'actualité. Et donc, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui, la semaine dernière, a retenu, dans notre secteur, ou j'irai un petit peu plus large, si vous le souhaitez, qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Alors la semaine dernière, je crois comme la plupart des Français, mon attention a été attirée par la constitution d'un nouveau gouvernement. Je crois que ça n'a échappé à personne. Mais moi, ce que j'ai plus particulièrement retenu dans cette construction d'un nouveau gouvernement, c'est le nouveau secrétariat d'État au numérique et la nomination de Mounir Majoubi à la tête de ce secrétariat d'État directement rattaché au Premier ministre. Et je l'ai trouvé intéressant. Ce qui m'a interpellé, c'est différentes choses et qui ont résonné dans ma tête en tant que dirigeant du groupe SQLi. D'abord son âge, 33 ans, c'est la moyenne d'âge de nos collaborateurs. Donc premier hasard important. Deuxième hasard... Donc vous pourriez presque l'embaucher finalement. On pourrait presque l'embaucher, mais je crois qu'il a un bon job en ce moment. Je crois qu'il n'est pas tout de suite disponible. La deuxième chose, c'est que le digital est au cœur du groupe SQLi. J'aurai l'occasion d'en parler. Et c'est vraiment, ça fait partie des choses qui sont fondamentales pour nous. Mais alors, à l'inverse, est-ce que vous pensez qu'il est au cœur du gouvernement ? Ah, je crois, oui, puisque en tout cas le digital était au cœur de la campagne d'Emmanuel Macron. On a pu le constater. Je crois que ça fait partie des choses qui lui ont permis de rentrer en contact et d'expliquer son programme de façon active à l'ensemble des Français. Et je crois qu'il a dû être sans doute un des acteurs de ça. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le digital change beaucoup de choses. Nous, on est plutôt orienté sur le digital du consommateur ou du B2B. Mais pour le citoyen, il a aussi son importance. Le dernier point qui pour moi était important en tant que dirigeant, encore une fois, d'SQLi, c'est qu'il représente une forme de multiculturalisme. Et ça fait partie des valeurs qui sont extrêmement importantes pour notre groupe. Et ça fait partie aussi de notre réalité au quotidien.
Et j'ai trouvé bien en synthèse d'avoir finalement quelqu'un qui incarne voilà, le quotidien, notre quotidien et la réalité de la France au sein d'un gouvernement. Voilà, je lui souhaite bonne chance et puis j'espère qu'à travers sa chance, on en aura nous aussi parce que c'est important qu'on porte haut les couleurs de la France dans le monde du digital. Très clair. Alors, puisqu'on parle de technologie, donc vous avez un ensemble de partenariats technologiques qui est assez large, hein, puisque on va de OpenText à IBM, SAP, DigiMind, donc il y a une panoplie qui est très large et d'éditeurs qui sont vraiment très très différents. Est-ce que ces partenariats, finalement, ils se font, ils sont tactiques, c'est-à-dire qu'ils se font au gré des projets que vous signez avec des clients, ou est-ce que dans tout ça, il y a une cohérence générale qui fait que il y a effectivement tous ces partenaires qui ont signé avec SQLI? Alors, il y a une cohérence générale, il y a même une double cohérence générale. La première, c'est qu'on est un groupe technologique. Il est important pour nous d'être toujours sur les dernières technologies, à la pointe des technologies, que ce soit dans le monde du développement, mais dans le monde aussi des éditeurs de solutions. Donc ça veut dire qu'on va être sans cesse à la recherche, et avec nos collaborateurs, des dernières offres du marché qui vont nous permettre de faire de la big data, des moteurs de recommandation, enfin différents sujets. Donc c'est une nécessité pour nous d'avoir toujours un maillage fort du marché pour toujours pouvoir capturer la bonne technologie. Donc ça, c'est important et c'est pour ça qu'on a cette richesse de partenariats qu'on va trouver dans différents domaines des activités qui nous occupent. Mais en parallèle de ça, on a des partenariats stratégiques et forts avec des éditeurs du marché ou des acteurs du marché. Je vais en citer 3 ou 4. Hein. Pour nous, on a un partenariat important. J'en ai déjà parlé avec Adobe. Donc ça fait... Voilà, dans le cadre d'Airbus, mais d'autres clients, hein, que ce soit sur les plateformes de market automation ou sur les plateformes d'expérience client. On a un partenariat très fort aussi dans le monde du e-commerce avec Ibris, qui est donc une émanation maintenant de la société SAP. Mais Ibris, on est le principal intégrateur en France du groupe Ibris, de la solution Ibris, mais on est en train aussi de se développer fortement à l'international aussi avec cette plateforme-là. On a un partenariat très fort avec Microsoft, autour des plateformes Microsoft qui s'agrègent sur les plateformes d'expérience client. Et enfin, on a récemment conclu un partenariat important pour nous dans un domaine qui nous semble stratégique, qui est celui des places de marché, avec Miracle, qui est une société française, une belle start-up française qui est maintenant un peu plus qu'une start-up, et qui nous permet de mettre en place pour des clients des solutions de places de marché qui vont leur permettre d'étendre, grâce à leur marque, leur activité à la vente et à la commercialisation de produits d'autres marques. Juste une petite incise là, sur les places de marché. C'est un sujet dont on avait beaucoup parlé il y a une dizaine d'années, qui est un peu retombé, un peu comme un soufflet, pour des raisons que j'ignore. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est en train de redémarrer pour d'autres raisons, ou l'analyse que je fais n'est pas tout à fait exacte? Moi, j'ai la conviction que les places de marché, c'est un sujet d'actualité qui va se développer de plus en plus. Que ce soit des places de marché en pure player, et il y en a certaines qui sont énormes et qui aujourd'hui occupent une place considérable, en tout cas qui ont des activités de place de marché sur des brands qui sont importants, hein, c'est Discount, Amazon, hein, ils ont des activités de place de marché, mais aussi des enseignes qui sont plus généralistes, hein, comme la Fnac, qui aujourd'hui, je crois, savoir qu'ils ont près de 25% de leur activité qui est faite à travers des activités de place de marché. Et on voit de plus en plus de grandes marques qui comprennent que leur rôle dans ce monde compliqué du digital, où il y a sans cesse des volontés de désintermédiation de part des acteurs divers, ils ont la nécessité de renforcer leur brand à travers des activités qui leur permettent de capitaliser sur une marque pour étendre leur empreinte sur le marché. Alors, moi, dans mon idée, c'était plutôt orienté B2B. Là vous parlez plutôt de cas B2C. Est-ce que ça marche aussi dans le B2B? Ça marche. Non seulement ça marche bien dans le B2B, mais nous, on travaille, alors je ne peux malheureusement pas en parler plus avant, ce sont souvent des projets assez stratégiques, mais on est engagé avec certaines marques très très importantes aujourd'hui dans le marché français, qui ont comme stratégie d'avoir une stratégie à travers les places de marché en B2B. On a d'ailleurs récemment édité un document, on appelle ça un power book dans notre jargon, un livre blanc on va dire, sur les places de marché B2B, parce qu'on considère que c'est un axe de développement fort pour ces marques-là. Très bien. Alors, en début 2016, vous avez annoncé un plan stratégique, comme font beaucoup d'entreprises, qui s'appelle Move Up 2020, si je ne me trompe, donc qui, comme son nom l'indique, est le parcours que vous allez faire de 2016 à 2020, qui faisait suite à Ambition 2016, donc qui était le précédent plan. Il se trouve que, donc ça c'est bien d'avoir un plan stratégique, mais il se trouve qu'on est dans une industrie qui change quasiment tous les jours. Comment on arrive à combiner d'avoir un plan stratégique à 4 ans et intégrer des éléments qui peuvent, finalement imprévus, qui peuvent intervenir en permanence? Comment on fait pour réussir cette combinaison des deux et en gros,
par rapport à ce plan, est-ce que vous êtes en phase ou est-ce qu'il y a eu des petits imprévus, des petites choses différentes? Alors, la première des choses, c'est que MoveUp 2020, indépendamment des objectifs chiffrés qu'on a pu communiquer, ça a une ambition pour le groupe SQLI, c'est de devenir le leader européen de l'expérience connectée. C'est-à-dire les éléments que je vous livrais autour de la construction et utiliser les technologies digitales pour enrichir l'expérience client. On considère aujourd'hui qu'il n'y a pas tant d'acteurs sur la place qui peuvent se prévaloir de cette capacité et de l'ensemble des forces qu'on a su d'ores et déjà agréger pour pouvoir avoir un fort leadership sur le domaine. Et ce leadership, l'idée, c'est de l'étendre, non seulement en France, mais aussi dans le reste de l'Europe. Ce qu'on a commencé à faire d'ailleurs, puisqu'on a acheté une société en Angleterre en 2016, et on vient d'acquérir il y a à peine une semaine une société, une très belle société dans le nord de l'Europe, en Suède, qui a aussi des activités au Danemark. Donc on continue notre parcours là, dans ce chemin, et on a la conviction que le digital est là pour un bon moment et qu'en tout cas à l'horizon du plan on ne voit pas fléchir la demande et notamment on ne voit pas fléchir ce qui fait la caractéristique pour nous du digital, c'est que ça transforme complètement l'expérience du client qui devient l'élément phare de la relation. Et il faut pouvoir engager le client différemment, il faut pouvoir lui proposer un parcours qui va le fidéliser, qui va le séduire, le fidéliser, le convertir. Et ça, c'est particulièrement important pour toutes les marques. Quand on regarde les différents documents des analystes du marché et qui regardent plus précisément ces domaines-là, on se rend compte que le taux d'équipement des grandes marques aujourd'hui par rapport à cette capacité d'offrir ces systèmes omnicanaux, cette capacité d'enrichir l'expérience client avec le digital, le parcours est loin d'être achevé. Donc on considère que ce axe stratégique est celui qu'on s'est fixé, il va perdurer sur toute la durée du plan. Ensuite, en ce qui concerne l'exécution, donc on est au démarrage de ce plan-là. Pour l'instant, tout se passe bien. On a annoncé une croissance organique soutenue comme on l'a pu le faire depuis 4 ans, c'est-à-dire une croissance organique ininterrompue entre 6 et 8%. On vient d'annoncer 8% au premier trimestre de croissance, donc on est en ligne avec nos objectifs. Et on a annoncé l'internationalisation du groupe. Et là encore, on vient d'annoncer cette société en Suède. Et je pense qu'on aura d'autres nouvelles à communiquer au marché dans les mois qui viennent. Très bien, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Un dernier point, la semaine dernière, il y a eu ce rachat de Business Edition par Orange. Quelque temps auparavant, il y a eu ce rachat de Octo par Accenture. Est-ce qu'à votre avis, ces deux acquisitions, finalement, sont des événements ponctuels qui peuvent arriver pour des raisons différentes, parce qu'une entreprise est en difficulté, parce qu'une autre a besoin d'acquérir des technologies, ou est-ce que c'est le signe d'une restructuration, d'une consolidation du marché des services informatiques pour d'autres raisons? À votre avis, vous penchez plutôt dans quelle dimension? Enfin, moi, ma conviction, et d'ailleurs on est un acteur sur ce sujet, c'est que le marché est dans une phase de consolidation qui est liée à un phénomène qui, de mon point de vue, est assez simple, c'est que la nature des projets digitaux, la nature des dispositifs digitaux est en train de changer. On passe de plus en plus de dispositifs qui initialement étaient souvent très silotés, dispositifs de communication ou dispositifs de vente pure et simple à travers des sites de e-commerce, sur des dispositifs beaucoup plus complets et qui ont deux caractéristiques. De par le fait qu'ils sont complets, ils demandent de plus en plus de ressources protéiformes, des ressources technologiques, mais des ressources marketing, des ressources de conseil, des ressources de connaissance de la marque ou d'expérience client. Donc ils demandent une richesse de compétences qui est beaucoup plus forte. Et en plus, ces projets ils sont de plus en plus gros parce que les entreprises ont compris que ces plateformes, elles avaient vocation à être déployées mondialement. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt du digital, c'est qu'on conçoit un endroit et ensuite on peut faire un déploiement, un rollout mondial. Et c'est ce qui fait la beauté du digital pour beaucoup de marques, ça leur permet d'arriver dans des nouveaux marchés beaucoup plus rapidement. Il y a quand même des particularités locales. Il y a toujours des particularités locales, notamment sur toute la création de contenu qui généralement se fait localement. Mais on va dire que l'architecture de la solution, son déploiement et sa construction dans son fonctionnement, elle peut être tout à fait organisée de manière cohérente et centralisée dans les entreprises. Ce qui fait que les projets deviennent de plus en plus gros, et ça veut dire que là, beaucoup d'acteurs du marché, ce marché du digital était très atomisé, aujourd'hui se trouvent parfois un peu dépourvus quand il faut justement avoir la capacité de prendre ces projets et d'accompagner des marques ou des entreprises dans le temps sur des projets de grande ampleur. D'où cette phase de consolidation importante, qui est une phase d'acquisition nécessaire d'un certain nombre de compétences par des acteurs un peu plus gros ou par des acteurs un peu plus petits. C'est la volonté de s'adosser à des groupes qui vont leur permettre d'avoir accès à ces nouveaux marchés, de pouvoir continuer d'accompagner les clients dans leurs déploiements mondiaux. Ça a été d'ailleurs la principale motivation de l'agence digitale qu'on a rachetée en Suède de nous rejoindre.
Très bien. Donc on comprend bien que finalement cette consolidation, elle répond à une logique qui n'est pas une logique économique, mais qui est une logique à la fois technique et de dimensionnement des projets. Enfin, c'est assez clair, indépendamment des 2 cas que j'avais cités de Octo et de... Bien, mais écoutez, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Didier Fauque, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Didier Fauque de nous avoir rejoints durant cette séquence d'interview. Merci à vous, Guy. Et puis je propose à tous nos lecteurs, à tous nos internautes de nous rejoindre et de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt. Merci.